Bonjour à tous, merci de vous joindre dans ce nouveau webinaire ou en podcast si vous l'écoutez en replay. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important qui est au centre normalement du domaine de la santé et de l'activité physique. On va parler du poids. On va se demander est-ce que le poids devrait être pris en compte dans l'accompagnement d'une nutritionniste ou même peut-être d'un kinésiologue, d'un coach, d'un professionnel de la santé. On va se demander est-ce que le poids devrait être une finalité ou même un objectif. On va même se demander comment l'aborder, la question du poids, avec votre client. On va aussi se demander si c'est nécessaire de l'aborder. Donc, on va vraiment voir ça dans une globalité, surtout que pour ceux qui nous écoutent depuis un bon moment, on a déjà fait un webinaire avec Alissa sur le sujet, mais l'alimentation intuitive et le mouvement anti-diète sont deux mouvements là, très populaires au Québec, principalement Canada, Amérique du Nord, je crois un peu plus que du côté de l'Europe, et donc qui change un peu tous les paradigmes de comment on gère ces questions-là. C'est pourquoi donc on va discuter de ce sujet chaud avec toi, là, Vanessa. Comment vas-tu, Vanessa? Ça va bien, merci de l'invitation. Ben avec grand plaisir. Vanessa qui est nutritionniste et qui joue à nous, en plus, qui a déjà un podcast et qui joue à nous pour parler du sujet. Est-ce que tu veux te présenter un peu? Moi, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste, comme tu l'as dit. Je travaille comme travailleur autonome, en fait, 100% à mon compte maintenant, donc de la maison, oui, depuis la COVID, mais c'est quelque chose qui ne risque plus de changer pour moi. Fait que je fais de la consultation privée à distance, mais ce qui occupe la majeure partie de mon temps, c'est vraiment plus les communications puis la création de contenu. Donc, je rédige des articles, je crée des contenus de blog, je travaille aussi pour les médias sociaux, pour d'autres entreprises. Donc, je développe beaucoup de contenu web, finalement. J'ai aussi mon podcast, comme tu l'as dit, qui se nomme Zone Grise. Donc, on se dirige vers la fin là, de la deuxième saison. Fait que je te dirais que c'est pas mal ce qui occupe mon horaire. Je suis aussi entrepreneur, donc j'ai un projet là, qui se nomme J'en mange, que je suis cofondatrice avec ma collègue Cynthia Marcotte. Dans le fond, ce sont des formations en nutrition là, qui sont destinées au grand public. Fait que c'est des lots de formations là, qu'on offre comme ça sur le web et une deuxième émission à venir là, pour 2023. Oui, puis donc beaucoup de projets là, qui vont en même temps. Puis effectivement, tu as un podcast qu'on a parlé brièvement, mais donc de quoi traitez-vous dans notre podcast? En fait, le nom du podcast, c'est Zone Grise, puis j'ai beaucoup de retours par rapport au nom même du nom du podcast, parce que je l'ai nommé ainsi parce que mon objectif principal, en fait, c'est de faire la lumière sur les différentes nuances et controverses qu'il peut y avoir en nutrition. Il y a beaucoup de monde qui s'obstine. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de monde qui s'obstine sur la nutrition. L'information qu'on peut entendre est souvent contradictoire. Il y a aussi la dualité nutritionniste-naturopathe, souvent, qui ont des discours un peu opposés. Fait que moi, je voulais faire la lumière là-dessus. Puis, l'objectif, c'était vraiment pas de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement de vérité ultime là, en santé. Il faut un peu déterminer qu'est-ce qui nous convient à nous en fonction de nos valeurs puis de nos objectifs. Mais j'invite justement des naturopathes à venir discuter sur le podcast pour qu'on soit en mesure de déterminer finalement comment on peut en venir à avoir des opinions qui sont divergentes sur un même sujet si on supposément lit les deux la même littérature. Fait que c'est vraiment une discussion ouverte d'esprit. Puis je te dirais que la première saison, c'était vraiment ça, là, les controverses et tout. Là, en une saison qui avait environ 25 épisodes, j'ai couvert beaucoup de sujets. Fait que la deuxième saison elle est plus globale nutrition. Je vais vraiment cibler des sujets spécifiques que je sais qui intéressent mes clients. Fait que voilà, j'essaie de toucher un petit peu à tous les sujets intéressants qui pourraient englober la nutrition. Puis quand même aussi le sport, là, je suis une grande sportive passionnée. Fait que je tente d'aborder ces sujets-là aussi là, via le podcast. Donc, tu as beaucoup d'expérience en termes de controverses, en termes de différentes façons de penser. Déjà là, nous, chez XFIT, et surtout avec ce podcast-là, on parle entre l'Europe et le Canada, principalement, normalement. Peut-être que d'autres personnes d'ailleurs là, sont en train de nous écouter aussi, mais normalement, c'est les sujets, les endroits principaux. Et déjà, juste là, il y a de la divergence d'idées. Peut-être pour nous situer, tout le monde qui va t'écouter aujourd'hui, est-ce que tu fais encore de la nutrition active avec des clients? Je fais
Parfait. Puis quel type de clientèle tu as? On me consulte beaucoup pour, je dirais qu'il y a 3 raisons principales. C'est nutrition sportive, comme je disais, les troubles digestifs ou tout ce qui est relation à la nourriture et la gestion du poids, justement, on en parlera. Une clientèle assez variée, mais je dirais principalement féminine, 30 à 50 ans. C'est le gros de ma clientèle. Parfait, superbe. Tout le monde qui nous écoute, si vous avez des questions au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser. Ça va me faire plaisir de relancer Vanessa sur le sujet. Si vous nous écoutez en podcast, simplement nous écrire en privé. Et puis ça va encore une fois nous faire plaisir là, de vous aider, de vous guider là, selon votre question. Peut-être on peut entrer dans le vif du sujet là, en tant que tel, la place du poids dans l'approche nutritionnelle en 2022. Je vais parler pour le Québec, étant donné que je le vis plus et donc que tu le vis assurément plus aussi. La question du poids et de la santé, donc ces deux éléments-là reliés ensemble, qui étaient peut-être très normal avant, aujourd'hui devient un sujet chaud. C'est un peu plus spécial de les mettre ensemble, c'est même critiqué en tant que tel. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui a causé ce changement-là de mentalité au Québec, Canada, là? Ouais. Je peux pas répondre pour toi. Il y a plusieurs choses, puis je pense qu'il y a un gros ménage à faire aussi dans la perception qu'on a de la relation entre le poids et la santé. Là, quand on se met à dire justement, quand le mouvement anti-diète prend de l'ampleur, souvent il y en a qui vont comprendre que ce qu'on clame, c'est que, par exemple, il y a plus de lien entre le poids et la santé, ce qui n'est pas réellement vrai. Il y a différentes variables qui embarquent là-dedans. Donc, des fois, on va voir justement qu'il y a une association, qu'il pourrait y avoir une association entre le poids et la santé, mais est-ce que c'est réellement lié au poids ou c'est lié aux habitudes de vie de la personne? Ou c'est lié à l'effet de stress? Parce qu'on sait que, justement, une personne qui est en surpoids, une personne qui vit dans un corps gros, va vivre avec de la grossophobie, que ce soit la grossophobie médicale, systémique. Donc, elle est constamment subie à un stress et juste ce stress-là, donc, est rapporté dans la littérature comme ayant des effets délétères sur la santé aussi. Donc, ce qui est difficile à percevoir, c'est à quel point c'est le poids de manière isolée ou c'est une personne qui est grosse, mais qui a des saines habitudes de vie. Est-ce qu'elle a les mêmes effets sur la santé? L'autre chose qui fait une grande différence aussi, puis ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est la manière dont le poids est réparti. Donc, souvent, quand c'est un poids qui se trouve au niveau plus des bras ou des fesses périphériques, le lien avec la santé est beaucoup moins évident que quand c'est un surpoids au niveau abdominal, donc viscéral, où là, le lien avec la santé se fait plus directement. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté le fait que d'avoir un surplus de poids peut avoir un impact sur la santé. Par contre, il faut arrêter de voir systématiquement la personne grosse comme étant une personne malade et comme étant une personne qui n'a pas des saines habitudes de vie. Puis là, je pense où le cœur du sujet et du message qu'on doit comprendre, c'est que, en fait, ce qui influence on a trop souvent dit, puis là, peut-être que je parle déjà trop, que je réponds à d'autres questions. Non, vas-y. On a trop souvent dit que pour perdre du poids, il fallait manger mieux et bouger plus. Mais on sait que cette équation-là ne fonctionne pas parce qu'il y a plein d'autres variables qui entrent en jeu, dont les hormones, l'hérédité, la somme de toutes les diètes qu'on a faites au fil de notre vie. Là, vous le savez, si vous avez rencontré des clients, quelqu'un qui décide de changer ses habitudes de vie pour la première fois, il va sûrement perdre du poids facilement. Quelqu'un qui a fait 18 diètes par le passé, ça va être beaucoup plus difficile. Fait que, il y a plein de choses qui ont un impact sur le poids. Il y a des choses sur lesquelles on a, j'aime pas le mot, mais mettons le contrôle, puis il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Fait que c'est ça. Fait que, oui, comme la grossophobie, là, qui serait des facteurs plus externes. Donc, en gros, peut-être pour résumer, dis-moi, c'est le bon résumé, on aurait au fil de l'histoire juste spécifiquement identifié le poids comme étant un risque de santé, quand en fait, il y a beaucoup plus de choses autour, et comme l'alimentation comme étant reliée au poids, mais il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en ligne de compte en tant que telles, et aujourd'hui, on s'en rend compte. Puis l'autre chose qui est importante à dire aussi, c'est que les diètes fonctionnent pas. Fait que dans la mesure où on sait ça,
ben c'est dur après. OK, Ouais. c'est bien beau, mettons que les statistiques démontrent que si tu perdrais, exemple, 10% de ton poids, tu aurais un profil métabolique qui serait plus intéressant. OK, cool, mais si je suis pas capable de te faire perdre 10% de ton poids, tu sais, parce que peut-être que oui, si tu te mets sur des chèques de protéines, tu vas le perdre, mais tu vas le reprendre après, puis tu vas en reprendre plus, tu sais. Fait que, Exact. Et c'est là, c'est toujours le débat, donc, d'avoir de faire un changement qui est perpétuel dans le temps. Une diète fonctionne sur 3 mois, ne exactement. fonctionne pas Mais sur si tu 15 fais... ans en tant que Oui, tel. excuse-moi, vas-y. On- Je m'en parle. non, non, mais j'allais dire, on commence à parler d'alimentation, juste pour être sûr que tout le monde nous suit. Tu as parlé tout à l'heure d'alimentation intuitive. Est-ce que tu veux nous définir l'alimentation intuitive? Parce qu'on en avait déjà parlé un peu, mais souvent, il y a la méconception, c'est pas d'aller manger du McDonald's à tous les jours. Mais l'alimentation intuitive a quand même été malmenée sur les médias sociaux parce que justement, il y a un grand manque de nuances dans la compréhension de l'approche. L'alimentation intuitive, en fait, ce que ça suggère, c'est d'arrêter de se fier à des sources externes pour déterminer ce qu'on devrait manger, puis de se connecter davantage à son corps. Ça met pas de côté toutes les recommandations nutritionnelles, puis le fait qu'il y a certains aliments, justement, qui sont plus nutritifs que d'autres. Ça met juste de côté, ben, premièrement, il y a 10 principes là, aussi de l'alimentation intuitive, là, fait que je rentrerai. Tout le Ouais, monde en c'est a ça. juste Je retenu rentrerai un. pas dans les 10 principes, mais tu sais, d'écouter sa faim et sa satiété, de pas classifier les aliments comme étant bons ou mauvais, de bouger pour le plaisir, pas parce qu'on est obligé. Fait que finalement, tu sais, de plus se tourner vers les besoins de son corps. Puis le fameux principe, justement, de il n'y a pas d'aliments bons ou mauvais, souvent il y a un clash par rapport à ça, parce que les gens sont comme ben non, tu sais, genre, il y a des aliments qui sont plus nutritifs, puis il y a des aliments qui sont moins nutritifs. Vrai. Sauf que ce principe-là, ce que ça dit, c'est qu'il ne faut pas juger un aliment exclusivement en fonction de sa valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que un aliment peut être pratique, un aliment peut être moins coûteux, peut être plus savoureux, peut être plus nutritif. Tu sais, fait que considérant l'ensemble des facteurs, ça remet un peu les aliments un peu plus sur un piédestal, puis dire, tu sais, d'arrêter de diaboliser les aliments. Parce que plus on les diabolise, finalement, ben plus qu'on essaye de se restreindre, puis c'est là qu'on devient vraiment attiré par eux. Oui, plus qu'on en veut, on peut penser à n'importe quel enfant en tant que tel, là, comme exemple. Souvent, cette notion d'alimentation intuitive est vraiment présentée comme l'opposé, l'extrême opposé du mouvement anti-diète. Est-ce que c'est le cas en tant que tel, Ben, selon toi? c'est le cas en partie pour une chose, c'est que s'il y a, justement, tantôt je disais l'alimentation intuitive, il y a 10 principes. Ben, s'il y a un des principes qui est vraiment prédominant, c'est le fait qu'on doit renier la culture des diètes. Puis c'est souvent la première chose à mettre de l'avant si on veut aller de l'avant avec une alimentation intuitive. C'est-à-dire que si on souhaite intégrer l'alimentation intuitive, mais qu'on a encore toute la pression de la culture des diètes, de perdre du poids, de contrôler nos portions, de pas manger tel aliment, ben on est comme pas capable de se laisser aller vers nos signaux corporels, puis on entre dans une genre de dualité, puis ça fonctionne juste pas. Fait que oui, mais faut pas voir ça comme, tu sais, culture des diètes puis alimentation intuitive. Tu sais, je pense qu'il y a un continuum à un moment donné, puis souvent même il y a des nutritionnistes qui vont dire, puis j'en parle beaucoup dans mon podcast, tu sais, qui se situent un peu à mi-chemin entre les deux. Puis moi, je l'ai fait aussi ce cheminement-là, mais plus j'apprends, plus je m'éduque en lien avec l'alimentation intuitive, plus je comprends les nombreuses nuances justement, puis plus je tends à m'en aller vers là. Mais tu sais, comme je te dis, c'est pas tout ou rien, mais c'est sûr que la base, c'est vraiment d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir contrôler nos portions, de vouloir que quelqu'un d'autre nous fasse un plan, de vouloir, tu sais, puis de faire davantage confiance à soi et à son corps. Ouais, bien écoutez, c'est ici le closure qu'on peut dire là en tant que tel à tout le monde qui nous écoute. Si vous êtes kinésiologue, professionnel de la santé, mais pas directement nutritionniste, n'hésitez surtout pas à référer vos clients à une nutritionniste. Je pense que tu viens de le dire, hein, l'alimentation intuitive, c'est complexe, c'est 10 éléments, malgré que sur les réseaux sociaux, on en a juste retenu 2. Mange autant que tu veux et ce que tu veux. Je pense que c'est les 2 qui ont été retenus. Il y en a, c'est beaucoup plus complexe. Donc, n'hésitez pas à référer à un nutritionniste. Ils sont des professionnels de ce sujet-là et ils peuvent accompagner le client avec vous en tant que tel, pas contre vous. Là, je vais juste faire un petit bout de chemin là, sur ce que tu mentionnes, c'est que
Tu sais, avant d'entrer en ondes, je pense on parlait de mon podcast, puis je te disais, je suis rendue à presque 50 épisodes, on aborde toujours la nutrition, puis toujours un sujet différent, puis j'invite des experts, justement, puis moi, j'apprends tous les jours en nutrition, puis tu sais, je la pratique depuis des années, donc c'est tellement plus complexe que de juste émettre des recommandations purement nutritionnelles. Puis de toute façon, vous rendez certainement compte, tout comme moi, que plus ça va, plus les gens arrivent dans nos bureaux avec des connaissances. Souvent bourrés de mythes, oui, mais avec quand même les connaissances nutritionnelles, les protéines, ils savent c'est quoi, souvent même plus que certaines personnes qui sont des professionnels. Les personnes qui ont fait des régimes depuis des années, là, les bons et mauvais aliments, le fait qu'ils doivent manger des légumes, ils le savent déjà, là. Fait que nous, on n'est plus là pour leur enseigner ça. Là où ça clash, c'est que même s'ils le savent, ils le font pas. Ou bien, tu sais, fait que du pratico-pratique, d'aller creuser l'aspect comportemental / psychologique. Évidemment, il faut rester dans notre cadre professionnel, là, puis dans les limites de nos compétences, mais souvent, c'est beaucoup plus loin que juste leur suggérer des aliments, parce que ça, ils le savent, là. Oui, assurément, puis de peser le Philadelphia sur une balance avant. Bref, aujourd'hui, donc on peut ouvrir le sujet spécifiquement, le poids en tant que tel. L'alimentation reliée au poids, c'est direct en tout temps. Quand on prend un professionnel de la santé, nutritionniste, coach, kinésiologue, la majorité du temps, c'est pour une perte de poids, un gain de masse. Souvent, ça va être ça. De très peu de cas ou de plus en plus au moins, heureusement, on va parler juste de santé globale. Mais dans très nombreux cas, on va avoir une question de poids qui rentre ici. Donc, question simple, quand un client rentre dans ton bureau, est-ce que tu abordes le poids? Est-ce que tu attends qu'il l'aborde? Comment est-ce que ça se passe, la question du poids? Juste la notion. En fait, la première question que je demande à mes clients, c'est évidemment de m'expliquer leur histoire puis de me dire qu'est-ce qui les amène dans mon bureau. Donc, tu le sais comme moi que 90% du temps, la notion du poids, elle va popper à ce moment-là. Si elle ne pop pas à ce moment-là, justement, moi, je continue mon évaluation. C'est sûr que dans mon évaluation, moi, je les questionne par rapport au poids. Donc, c'est des données anthropométriques que je ramasse, là. Puis, si des fois, ils le savent pas parce qu'ils se pèsent pas, fait que ça, c'est correct puis je le respecte. Moi, j'ai pas nécessairement besoin de travailler avec ça. Mais souvent, justement, elles vont me donner un poids puis je vais leur demander si c'est leur poids souhaité. Pas nécessairement parce que moi, je souhaite le modifier, mais simplement parce que moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'elles pensent réellement. Parce que la perte de poids, c'est plus tendance, c'est de moins en moins accepté. Puis bien souvent, les gens vont consulter sans adresser leur désir de perte de poids parce qu'ils sont gênés, sont mal à l'aise, mais eux, au fond d'eux, c'est ça qu'ils veulent. Mais s'ils le verbalisent pas, faut qu'on sache où on s'en va puis c'est quoi leurs attentes. Fait que je pose toujours cette question-là pour valider les attentes par rapport à ça. Puis pour valider aussi, la personne, elle a-tu justement une autre problématique? J'ai-tu devant moi une personne qui est ultra mince puis elle a un désir encore de perdre de poids? Fait que d'aller poser la question. Mais tu vois, dépendamment des clients, fait qu'au début, je fais un peu la lumière là-dessus, on en parle un petit peu, mais dépendamment des clients, dans les suivis, souvent, on n'en reparle pas. Puis même des fois, quand un client me consulte pour une perte de poids, moi, je dis toujours qu'on va travailler ce sur quoi, justement, on a du contrôle, c'est-à-dire, oui, on peut modifier nos habitudes de vie, mais l'impact que ça va avoir sur le poids, il est beaucoup moins linéaire qu'on le sait. Donc, on va faire de notre mieux, puis on verra ce que ça donne, tu sais. Fait que eux sont... Tu sais, je leur laisse, de toute façon, comme je disais, je travaille en virtuel maintenant, donc, tu sais, je pèse pas mes clients. Fait que j'en ai qui se pèsent, j'en ai qui se pèsent pas, mais je les laisse, eux, gérer ça, tu sais, finalement. Fait que des fois, ils m'en parlent, des fois, ils me le disent, puis des fois, pas nécessairement, puis c'est correct. Oui. Puis, si tu sais pas toujours leur poids, comment est-ce que tu fais pour savoir si leur poids actuel ou leur mode de vie actuel est un risque pour la santé de ton client? Est-ce que c'est ta responsabilité de l'aborder, cette question-là? En fait, ma responsabilité, c'est d'évaluer si leurs habitudes nutritionnelles sont intéressantes. Donc, moi, ce que je fais, peu importe le poids, tu sais, parce que tu sais comme moi qu'il y a une personne qui peut avoir un poids santé puis des habitudes nutritionnelles complètement inintéressantes. Fait que moi, ma responsabilité, c'est d'évaluer leur apport nutritionnel, est-ce que les besoins sont comblés, puis
je vais aussi avoir des questions par rapport à la santé. Fait que s'il y a des problèmes métaboliques, s'il y a quelque chose au niveau du cholestérol ou au niveau de l'hypertension, diabète, ben ça va avoir été adressé d'entrée de jeu. Donc là, oui, c'est sûr que peut-être qu'à ce niveau-là, je vais pouvoir adresser la problématique au niveau métabolique, mais peu importe. Excuse-moi, est-ce que je peux en série allumer? Hop! Effectivement, un Siri qui vient d'allumer. Je comprends. Donc, c'est pas nécessairement là, t'es pas obligé de vérifier à ce point-là si sa condition actuelle est risque pour sa santé, là, est un risque pour sa santé. Ben oui, mais dans le fond, mais l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement lié au poids. C'est ça. Oui, exact. Exactement. C'est la liaison. Que moi, je vais valider. Parfait. Mon rôle, c'est de valider l'alimentation. Mon rôle, c'est de valider le poids. Ouais. Fait que dans la mesure où l'alimentation est belle, où la cliente ou le client mange des quantités qui sont bonnes pour lui, mange des nutriments qui sont bons pour lui, écoute ses signaux de faim de satiété, a une alimentation équilibrée, moi, c'est ça ma job, tu sais. Puis de valider l'impact que l'alimentation peut avoir sur la santé, que ça passe par le poids ou non. Oui, parfait. Puis, quand tu as un client qui rentre justement dans ton bureau, il doit arriver avec des mythes et des idées préconçues qui, justement, lui disent d'aller vers peut-être une diète. Comment est-ce que tu prends ça? Est-ce que tu présentes directement l'alimentation intuitive? Est-ce que tu l'obliges? Comment est-ce que tu abordes le sujet de l'alimentation intuitive avec un client? Et est-ce que tu le fais toujours? Moi, je pense qu'il faut être très flexible comme professionnel. C'est-à-dire que faut être en mesure aussi de répondre aux besoins de nos clients. Puis, je pense, c'est selon moi, là, c'est pas une approche qui peut convenir à tous. Puis ça, tu vois, dans mes premiers épisodes de podcast, j'avais moi-même reçu des nutritionnistes qui sont très all-in, là, health at every size, là, fait qu'ils sont vraiment au bout du continuum, là, 0-0-0 diète, là. Puis moi, tu sais, j'avais comme un petit doute par rapport à ça. Fait que, tu sais, je me faisais un peu l'avocat du diable. Puis, je pense, dans le fond, qu'on doit accueillir nos clients là où elles sont rendus. Puis, il y a certaines personnes, tu sais, mettons, là, quelqu'un, un monsieur qui a jamais fait de diète de sa vie, lui, pendant les fêtes, il a pris 10 livres. Après, il me contacte, il dit, là, j'ai pris 10 livres, là, j'ai bu trop de bière, tu sais, je sais pas. J'aimerais ça perdre un petit peu de poids. Tu sais, je n'irai pas vers l'alimentation intuitive, là. L'alimentation intuitive, je te dirais qu'elle est surtout intéressante quand il y a vraiment plus une problématique de relation avec la nourriture. Puis, je pense qu'on doit se détacher justement de tout ce qui est plus plan alimentaire ou de tout ce qui est plus précis par rapport à l'alimentation parce que, premièrement, c'est difficile. Tu sais, il y a beaucoup trop d'imprécisions dans l'alimentation puis dans le corps humain pour qu'on réussisse à avoir du succès avec ce genre de fausse précision. Ce que je veux dire, c'est que on a une marge d'erreur dans la dépense estimée, on a une marge d'erreur dans les apports estimés, on a une marge d'erreur dans les aliments dans le sens que toutes les pommes n'ont pas le même nombre de calories. Fait qu'on se ramasse avec tellement de marge d'erreur là-dedans que finalement, même si on essaie d'être sa coche, c'est quand même difficile de l'être. Fait que ça, c'est une chose. Puis, fait que de là, il y a quand même certains principes de l'alimentation intuitive qui font du sens. Mais, tu sais, je vais quand même voir un peu c'est quoi les attentes de mes clients. Puis, il y en a qui disent, moi, tu sais, je serais vraiment sécurisée si tu me ferais un plan alimentaire. Ben, des fois, j'en fais, mais c'est très global. Tu sais, mettons, on vise à peu près ça. Je leur donne des exemples de déjeuner, je leur donne des exemples de collation, mais tu sais, jamais je demande à mes clients de peser leur nourriture ou de... Tu sais, je trouve ça très restrictif. Psychologiquement, c'est difficile. Je trouve que ça complique l'alimentation, alors qu'un des enjeux majeurs, en fait, c'est que les gens manquent de temps puis manquent de désir de cuisiner. Donc, de simplifier l'alimentation, c'est bien plus ça ma vision que de complexifier ça en te demandant de cuisiner différent du reste de ta famille puis de te peser ta bouffe. on s'en va direct vers un échec si on fait ça. Là, ça va durer une couple de mois puis après, elle sera plus capable. T'sais. Fait que c'est ça. Pour répondre à la question, non, pas systématiquement l'alimentation intuitive, ça dépend vraiment des besoins. Je pense qu'il faut être en mesure de prendre ça puis de vraiment accueillir le client où ce qui est rendu parce que si on est trop à 100% collé dans notre approche, le nez là-dedans puis qu'on croit juste à ça,
ben on risque aussi de perdre notre client si lui, il croit pas. Puis si on perd notre client, ben on risque aussi qu'il se revire vers la fameuse culture des diètes puis qu'il aille faire une autre chose pas de bon sens, tu sais. Fait que faut le prendre là où il est rendu puis s'adapter. Ouais. C'est un très bon point, ce que tu viens de dire. Il va quitter puis il va aller prendre une diète. Ce qui m'amène un peu sur le sujet de la motivation. Je sors un peu là, des sujets qu'on avait parlé au départ, mais donc on a une question justement de Karine qui est un peu sur ce sujet-là. Si on suit une cliente ou un client qui voulait perdre du poids et qui n'en perd pas actuellement, si c'était son plus grand désir, c'était ce pourquoi il vient de voir, qu'est-ce que tu fais avec pour garder sa motivation, malgré que peut-être il vient d'améliorer sa façon de manger? Ben, c'est pas quelque chose qui est facile parce que justement, ça va toucher aux valeurs profondes. Ça va toucher à, en fait, pourquoi, bon, toi, tu viens me contacter parce que tu veux perdre du poids. La perte de poids n'est pas là. Moi, ce que j'ai peur, c'est que tu te décourages parce que nous, on sait très bien que justement, ça a le mille et un bienfaits ce que tu fais. Donc, faut la ramener à, bon, premièrement, qu'est-ce que ça t'amène dans le day-to-day de faire ces changements-là? Est-ce que justement, tu éprouves de la fierté? Est-ce que tu te sens mieux au niveau de l'énergie? Fait que la ramener vraiment à des exemples concrets de ce que ça peut faire en dehors du poids. Puis après ça, ben c'est d'aller justement toucher les cordes sensibles. Puis encore une fois, c'est une discussion que j'ai eue avec une psychologue de tu sais, nos valeurs fondamentales vont aller driver, excusez l'anglicisme, mais vont aller driver un peu nos actions qu'on porte au quotidien. C'est-à-dire que si pour moi, la santé, le bien-être, c'est une valeur profonde, ben je vais être en mesure de la mettre en priorité dans mes actions. Si ce n'est pas une valeur que j'ai, donc si pour moi, c'est le plaisir, la famille et tout, ben tout va toujours passer avant le fait de prendre soin de moi. Et donc, si j'ai pas le résultat escompté qui était un résultat esthétique, ben je vais décrocher parce que j'ai bien d'autres choses à faire que ça. Ce qu'il faut faire pour que, c'est pas une job. C'est pas une job du jour au lendemain, mais c'est cultiver cette valeur-là. Donc, essayer d'y donner un petit peu plus de pouvoir. Et donc, pour la cultiver, il faut un peu se rappeler à tous les jours pourquoi ça nous fait du bien, qu'est-ce qu'on va y gagner, puis d'essayer justement de s'accrocher sur d'autres choses, de s'entourer de gens qui pensent, qui ont ces valeurs-là, de justement de consommer des podcasts ou des lectures qui nous font s'accrocher à ces valeurs-là que naturellement, on n'a peut-être pas toujours mis de l'avant. Fait que c'est pas facile, là, puis c'est clairement un enjeu majeur, mais tu sais, si la perte de poids est pas là, puis que la personne s'alimente bien, puis elle bouge, ben c'est vraiment triste. Puis tu sais, c'est pas rare qu'il y a des gens qui pleurent parce que le monde ose pas adresser le fait que on ne sait pas s'il va bouger le poids, tu sais, puis que ça se peut qu'il parte pas. Puis c'est vraiment pas facile à accueillir pour le client, ce discours-là, tu sais. Mais à un moment donné. Oui, puis ça va surtout à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a vues ou qu'on a entendues, puis ce qui va même me permettre, à cheval entre psychologie et publicité, là. Mais si tu as un client qui vient justement, puis c'est une question de Valérie là, dans le chat, c'est un client qui vient pour des raisons que tu le vois, il te le dit, c'est purement esthétique. Son désir de perte de poids, c'est purement externe, donc ça vient même pas de lui comme désir profond, entre guillemets. C'est plutôt pour ressembler à ce XYZ à quoi je dois ressembler. Est-ce que ça change la façon dont tu abordes le poids avec le client? Est-ce que ça change quelque chose dans ton processus? Puis encore là, il faut l'accueillir puis le comprendre. Tu sais, c'est facile là, de dire que la perte de poids, c'est pas important quand on n'a pas de problème de poids. Tu sais. N'importe qui, là, tu sais, ça te tenterait-tu, toi, de prendre 20 livres demain, que ce soit esthétique ou pour comment tu vas te sentir, là, tu sais. L'effet de la grossophobie puis le discours qui fait la promotion de la minceur, la valorisation de la minceur est tellement fort qu'il y a personne, là, qui veut en prendre du poids, là. Fait que je la comprends, là, même si elle s'est pas rentrée dans ses vêtements, même si on nous apprend que c'est pas une motivation qui est assez forte, ben, ça reste que cette motivation-là, je la comprends quand même. Fait que peu importe ses raisons à elle, moi, j'essaye de faire du mieux que je peux, c'est-à-dire travailler ses habitudes alimentaires, mais ça se peut que ça fonctionne pas. Puis, au travers de ça, ben, je sème des graines. Je sème des graines par mon discours, en essayant justement d'un peu bâcher la culture de la diète. Mais tu sais, c'est de l'éducation, finalement, tu sais. Fait que de l'éducation de pourquoi, tu sais, ça, c'est pas réaliste comme objectif, pourquoi il y a des gens, tu sais, juste le fait de... Je te conte une petite anecdote, OK? À un moment donné, j'étais justement en train de... Je préparais un live au sujet de l'estime de soi.
Puis ma mère, elle gardait mon gars, fait qu'elle était là, puis elle me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Puis tout. Fait que là, j'ai dit qu'on va parler d'estime de soi, que c'est un sujet qui est hyper populaire présentement parce que de plus en plus, on parle du fait que c'est difficile de perdre du poids, beaucoup plus qu'on le voudrait, puis qu'il y a des gens qui vont vivre dans un corps gros toute leur vie, qu'ils le veulent ou non, même s'ils bougent bien puis ils mangent bien. Fait qu'à un moment donné, il faut faire cette job-là par rapport à l'estime de soi puis à l'acceptation. Et ma mère de me dire « Fait que tu veux dire qu'il y a du monde qui mange bien puis qui sont gros. » Puis je suis comme, mais oui, maman, tu sais, les grosses, ils mangent pas tout au McDo tout le temps. Puis, mais tu sais, ma mère, c'est une bonne personne, là, mais elle sait pas. Puis il y a tellement du monde qui pense de même qu'il faut continuer d'en parler, là, parce qu'effectivement, toute cette pression-là sur les personnes grosses qui sont comme ça se peut pas, je dois être brisée, tu sais, mon métabolisme est scrap, mes hormones, ça doit être ma thyroïde, tu sais. Et pourtant, ils mangent bien, c'est vrai. Là, fait que voilà. Ça peut juste être naturel, tout simplement. Mais peut-être qu'au fil du temps, puis justement, la culture des diètes, dans bien des cas, va les avoir menées là. Parce que souvent, là, ils partent à 20 ans avec un petit 10 livres de trop. Ils ont voulu perdre du poids. Ils se sont restreints. Diète aux protéines. Après, ils ont regagné 15. Et une autre diète. Ils ont regagné 20. Fait que dans bien des cas, c'est la culture des diètes qui les a menés là. Ouais. C'est très intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup quelque chose que tu mentionnes depuis tout à l'heure, puis je le comprends comme ça. C'est de prendre la personne où est-ce qu'elle est. Donc, même si elle veut faire une diète, peu importe, de la prendre à cet endroit-là et ensuite de l'amener tranquillement vers un autre endroit. Mais effectivement, pas de clasher, là, excusez-moi l'anglicisme, comme tu as dit tantôt, mais de clasher totalement avec ce avec quoi elle vient vers toi. Tu sais, faire preuve de beaucoup d'écoute et de compassion. Dans le fond, c'est pas évident. Là. On a beau dire que c'est esthétique ou peu importe, on serait à leur place. Là, nous, si on voudrait perdre du poids, là, je suis convaincue. Fait que, ouais, clair. Je change un peu de sujet encore dans le poids, bien sûr, mais quand on a préparé le webinaire ensemble, tu as parlé de potentiel de perte de poids du client. Donc, comme si notre corps avait déjà un potentiel qu'il peut perdre. Peux-tu nous en parler? Ça semble un peu déterminé. En fait, non, c'est pas quelque chose que tu nais avec, là. C'est pas quelque chose d'inné. C'est vraiment, quand je fais l'évaluation, mettons, je rencontre un client, je fais l'évaluation. À la fin de l'évaluation, là, je peux savoir déjà, là, si c'est un bon candidat à la perte de poids ou pas. Qu'est-ce qui va permettre de déterminer ça? Une des grandes choses, c'est, y a-tu fait des diètes toute sa vie, là? Vous le savez comme moi, là, avec l'expérience, là, un client, une cliente, pour ne pas dire, qui a fait des diètes toute sa vie, ben là, si elle est rendue à 52 ans, elle est rendue ménopausée, elle veut perdre 50 livres, mais ça fait 25 ans qu'elle a pas pesé 50 livres de moins, là, les chances qu'elle l'atteigne, là, bon, hein? Fait que ça, c'est ce que j'appelle un potentiel. Ben, ça, c'est une des choses qui va contribuer à avoir un potentiel de poids plus petit. Si la personne s'entraîne déjà 5 jours semaine full active, après ça, tu arrives à OK, on va évaluer ton alimentation, puis là, tu dis bon, ben, pour déjeuner, je mange une toast grain entier avec 5 ml de beurre d'arachide, un quart de tasse de fromage cottage avec. Fait que là, tu sais, côté nutritionnel, là, ça accroche aussi, là. C'est difficile d'aller couper, là, mettons. Fait que là, elle bouge, elle mange bien. Elle a fait des diètes toute sa vie. Elle est ménopausée. Ça va être dur. Elle a un objectif de perte de poids de 60 livres. Potentiel pas si énorme. Mais comme je te dis tantôt, un monsieur, il n'a jamais fait attention de sa vie. Il a pris 10 livres pendant les fêtes. Il veut perdre son 10 livres. Tu regardes son alimentation, il mange mal. Il va tout le temps au resto. Il bouge pas. Potentiel de perte de poids, il est là, là. Il va le perdre, son 10 livres, tu sais. Il est là. Fait que c'est ce que j'appelle le potentiel de perte de poids. Un peu moins déterminé que ça avait l'air. Et puis, qu'est-ce que tu fais avec la cliente que tu vois qu'elle ne peut pas en perdre? Est-ce que tu peux quand même l'accompagner ou est-ce que tu lui dis vous êtes déjà 100% bonne? Les clients sont jamais 100% bons. Dans le sens qu'il y a souvent quelque chose à faire. Souvent, dans ces clients-là, il y a aussi beaucoup de mythes. Tu sais, j'essaie, dans bien des cas, en fait, je vais essayer de rétablir la relation avec la nourriture puis de réintroduire beaucoup plus de plaisir dans l'alimentation. Donc, peut-être que justement, il n'y aura pas la perte de poids souhaitée,
mais au moins, pour le même poids, elle va avoir beaucoup plus de fun. Fait qu'on essaie d'enlever la rigidité dans l'alimentation, tu sais, souvent, justement, ils cuisinent différemment des autres, ils s'obligent à bouger des fois, mais sont brûlés, tu sais, fait que de juste rétablir un équilibre qui est plus sain, plus durable, parce que là, peut-être que là, présentement, elle mange bien, mais peut-être que ça, elle est sur le bord de s'écœurer, puis qu'à un moment donné, elle va lâcher prise, puis elle va tout arrêter, tu sais, ou bien elle va faire une diète, fait que ça aussi, tu sais, de faire de l'enseignement par rapport aux diètes pour pas qu'elle retombe là-dedans, puis qu'après elle refasse une diète, puis qu'après elle fasse peut-être grimper son poids encore plus. Donc, il y a toujours de l'éducation à faire, malgré. Assurément. Tu peux-tu nous parler des faux pas, là, des erreurs? J'aime toujours, moi, cette question-là, qu'il ne faut pas éviter dans ce type d'accompagnement-là. Est-ce qu'il y a des grandes lignes, des grands commentaires, des grandes façons de faire qu'il faut absolument pas aller, que tu as vécu? Tu parles de nous en tant qu'intervenants, en tant que professionnel, qu'on doit pas faire avec nos clients. Ben, c'est sûr que de les culpabiliser, là, tu sais, de les culpabiliser par rapport à leurs habitudes de vie, de les confronter trop directement par rapport à leurs croyances. Ça, c'est toujours un enjeu, là, dans le sens que par rapport à l'alimentation, il y a mille et une fausses croyances, mais tu sais, souvent, les clients, quand ils rapportent, souvent, sont cœur en plus. Là. Mettons, il y a des choses qu'ils mangent pas, ou puis tu sais, ils sont comme non, mais ça, je l'ai compris. Puis toi, t'es comme ouais, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais tu sais, au début, faut établir une relation de confiance avant d'aller un peu, challenger leurs croyances. Là. Fait que ça, d'éviter, ah oui, ça là, ça je le vois souvent là, de faire quelque chose qui ne convient zéro au mode de vie de la personne. Comme d'avoir un plan de match, that's it. Tu sais, puis une vision. Un plan, mettons, mais là, la personne, elle, ça fit pas dans ses valeurs, ça fit pas dans son mode de vie. Elle a 8 enfants, pas le temps de faire ça, tu sais. Puis des fois, t'es mieux d'y aller avec quelque chose qui soit moins optimal, mais beaucoup plus, tu sais, réaliste pour le mode de vie de la personne. Tu sais, par exemple, mettons, moi, du prêt à cuisiner, c'est quelque chose que je recommande souvent à certains clients qui, tu sais, du prêt à cuisiner, c'est pas parfait en termes de valeur nutritive, là, mais pour bien du monde, là, ça les fait cuisiner, ça les fait découvrir d'autres aliments, ça leur apprend à cuisiner parce qu'il y en a qui ont aucune compétence culinaire, tu sais. Fait que c'est une porte d'entrée vers des belles opportunités de découvrir l'alimentation. Puis s'ils font ça, ben c'est déjà mieux que des fois justement aller au resto tout le temps ou de manger une sandwich au jambon parce qu'ils savent pas cuisiner. Donc des fois de trop vouloir aussi viser le parfait, on les échappe là. Fait que ouais, clair. Ouais. Il y a sûrement de kinésiologues puis de coachs en France qui nous écoutent à l'heure actuelle et donc Sarah qui nous demande si j'ai un client que je sais qu'une nutritionniste serait pertinent dans son accompagnement, mais que c'est pas une priorité pour elle ou qu'elle voit pas la valeur, est-ce que tu as un truc ou des astuces pour aider le kinésiologue qu'on est en train de parler, d'aider son client à aller voir ou de diriger son client à aller voir un nutritionniste? Est-ce qu'il y a des arguments de vente que tu connais qui sont mieux que d'autres? C'est une bonne question dans le sens que, tu sais, si c'est pas une priorité pour le client, ça lui appartient. Tu sais, c'est pas à nous de décider ça. Mais souvent, c'est qu'il y a une méconnaissance aussi du travail de la nutritionniste. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont croire que on va leur dire tu sais, des fois, là, les clients qui disent « Je sais ce que tu vas me dire. Tu sais, tu vas me dire de manger plus de légumes. » puis c'est comme si c'était juste ça, ma job, là. Fait que de leur faire comprendre la plus-value. De leur faire comprendre. Très bon travail. Donc, à tous les coups, c'est toujours, il faut manger plus de légumes. Exactement. Puis des grains entiers. Puis mange pas de dessert, là. C'est comme si tu ne savais pas que le dessert, c'était pas le best dans la vie. Mais, puis de leur faire comprendre, justement, la complexité de l'alimentation, puis là où on peut aller en nutrition, de travailler sur les comportements alimentaires, tu sais, notamment pourquoi, des fois, ils ont des rages alimentaires. Puis des fois, d'identifier peut-être les besoins spécifiques de la personne au-delà, justement, de la perte de poids. Tu sais, mettons, on te parle de ce qu'elle mange, là. Puis là, elle dit,
moi, j'ai jamais d'idée. Ouais, mais la nutritionniste, elle pourrait... moi, là, il y a des fois que je passe un rendez-vous complet à parler des légumes. Là, j'ai l'air de leur dire de juste manger des légumes, mais mettons, elle leur explique concrètement comment les cuisiner. Tu sais, varie les légumes que tu achètes, tu peux les cuisiner de même. Je leur envoie des recettes. Après, tu sais, des fois, c'est du très pratico-pratique. Comme des fois, c'est du comme je te dis, plus collé à la psychologie, au comportement. Fait que c'est peut-être d'aller identifier les besoins spécifiques de toi, ta cliente, par rapport à ce qu'elle a dit, puis de dire, hey, tu sais, ça, la nutritionniste, elle pourrait t'aider là-dedans. Fait que de vraiment aussi bien comprendre c'est quoi la job de la nutritionniste, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, puis de voir qu'elle peut aider à différents égards, parce que pour plusieurs, une nutritionniste, c'est justement une fille qui fait des diètes puis des plans alimentaires, ce qu'on est de moins en moins, en fait. Oui, clairement. Super, ben ça fait effectivement un très bon tour, puis ça l'aide beaucoup plus pour les kinésiologues et les coachs qui nous écoutent, comment diriger vers une nutritionniste. Je comprends quand même très bien, là, effectivement, pas de complexifier, mais effectivement de montrer que c'est plus que juste des diètes et des dire de manger plus de légumes. Le plus pertinent, c'est directement de se baser, comme je disais, sur ses propres besoins à elle quand on est en mesure de les identifier. Tu sais, elle te parle d'une problématique, reviens-y avec ça à un moment donné, puis je pense qu'elle va se sentir beaucoup plus concernée que de juste lui dire va voir une nutritionniste, si elle n'est pas convaincue. Superbe. Ben, je te remercie beaucoup, Vanessa, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un élément que tu n'aurais pas dit que tu crois qu'il manque aujourd'hui au sujet du poids? Je pense qu'il faut être délicat par rapport à ce sujet-là. Tu sais, puis même dans les derniers guidelines là, en lien avec l'obésité, il disait de demander la permission aux clients, tu sais, pour aborder le poids, parce que des fois, on s'imagine, par exemple, tu sais, s'il y a une personne grosse qui vient s'entraîner, on s'imagine qu'elle vient s'entraîner pour une perte de poids, sauf que si elle l'a pas identifié comme étant un de ses besoins, peut-être que, tu sais, elle veut juste bouger pour avoir du fun ou quoi que ce soit, tu sais, fait que de faire attention par rapport à ça, puis de pas nécessairement être trop, tu sais, faut pas se mettre la tête dans le sable là, puis se dire OK, on n'a plus besoin de perdre du poids. Tu sais, oui, c'est sûr que une perte de poids, c'est favorable. Ça, on se le cachera pas là. Ben, tu sais, pas pour tout le monde, mais une personne qui est en surpoids, une perte de poids, c'est favorable. La littérature le démontre. Ça, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est à quel point nos efforts sur les habitudes de vie vont avoir un impact sur ce fameux poids-là. Fait que, tu sais, de l'alimentation intuitive puis le mouvement anti-diète, c'est pas de dire que, finalement, du jour au lendemain, le poids n'a plus d'impact sur la santé. C'est pas ça. C'est juste que de travailler sur ce sur quoi on peut travailler versus essayer de pelleter des nuages en vendant de la perte de poids. Oui. Et de travailler sur, et on en parle souvent nous-mêmes, encore une fois, d'un point de vue d'entraînement, de parler de saines habitudes de vie. Et là, le mot habitude. Donc, de ne pas parler de choses qui sont sur une courte période, 3 mois, je veux être beau, belle pour la plage cet été, versus de faire un changement profond qui donc va perdurer dans le temps. Et si ce changement profond-là va nous, en tout cas, tu vas être d'accord, ce changement profond-là va toujours être mieux qu'une perte de poids court terme. Donc, on va essayer, puis je pense que c'est le thème de beaucoup de choses chez XFIT de quoi on parle. C'est toujours d'essayer de faire un changement d'habitude de vie sur le long terme, même si ça veut dire de ne pas atteindre un objectif très, très, très court terme, comme perte de poids pour cet été sur la plage. Donc, je pense que effectivement sur ça, autant l'alimentation intuitive, autant des entraînements, pas de passer de 0 à 6 à la semaine. C'est toutes des choses qu'on va parler puis qui vont rejoindre là, le même objectif. As-tu, t'as un podcast que j'ai mis le lien tout à l'heure, je peux le remettre et je peux même le donner le lien vers ton site web où on peut trouver ton podcast. Pour tout le monde qui nous écoute, ça peut vous permettre justement de pousser la réflexion encore plus loin. Par contre, on se le fait demander souvent quand on termine un webinaire. Est-ce que tu as des livres ou des formations pour pousser encore plus loin? Ouais, les livres, en fait, j'ai 2 collègues qui ont sorti un livre vraiment intéressant justement en français dernièrement. Il y a Manger et bouger intuitivement. C'est 2 nutritionnistes qui ont co-écrit ce livre-là et comment qu'elle l'appelle? Le livre de Karine Gravel, en tout cas, si vous allez voir, je me souviens pas exactement du titre, mais c'est un livre aussi sur l'alimentation intuitive qui est hyper intéressant.
Au niveau des formations, il y a dans Harmonie Santé une formation qui a été émise sur le sujet du poids par le docteur Benoît Arsenault, qui est quand même bien connu au Québec. Une formation de 3 heures là, super intéressante justement sur le fameux lien entre le poids et la santé. C'est là qu'il démontre que finalement, c'est toutes des petites choses autour du poids qui font un lien plus que le poids lui-même. Puis sinon, les formations J'en mange dont je vous parlais tantôt, que j'ai cofondé avec ma collègue Cynthia. Dans le fond, on a eu un lot de formations qui est sorti l'année dernière, puis on a un lot de formations qui s'en vient pour l'année prochaine. Donc, c'est quand même super intéressant vu que c'est des sujets qui sont couverts en profondeur. C'est super intéressant pour les professionnels aussi. Fait que peut-être si vous surveillez ça, vous pouvez aller vous abonner là, aux pages, aux médias sociaux de J'en mange. Superbe. Mais je te remercie encore une fois beaucoup, Vanessa, d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir échangé si ça paraissait que c'est un sujet que tu connaissais bien et que tu traites même en profondeur là, dans ton podcast. J'espère que plusieurs, même tout le monde qui nous écoute actuellement, que vous allez aller suivre ce podcast-là qui est disponible sur Apple Podcasts, autant que Spotify, un peu partout. Moi, je l'ai fait dans la dernière semaine, donc n'hésitez pas à le faire pour pousser justement le plus loin. Et puis, je vous retrouve tout le monde là, dans un prochain sujet, un prochain podcast. Et puis, Vanessa, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un autre podcast sur un autre sujet. Bien sûr, au plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir.